Monsieur, vous allez bien? Merci. Vous m'avez sauvé. On peut l'aider, maman? Oui, je vous aiderai en retour. La poussière s'élevait en nuages rougeâtres, tandis que la vieille voiture avançait lentement sur la route de terre, criblée de nids de poules, grinçant comme si chaque mètre parcouru était un effort douloureux. Le soleil touchait déjà l'horizon, répandant une lueur orangée qui peignait les champs vides et faisait les ombres paraître plus longues qu'elles ne l'étaient réellement. À l'intérieur du véhicule, Luana tenait fermement le volant, bien que ses mains calleuses tremblassent légèrement de fatigue, accumulée après une nouvelle longue journée de travail harassant en ville. À côté d'elle, sur le siège usé, reposait un sac en tissu rempli de vêtements qui devrait encore être repassé une fois rentrée à la maison. Sur la banquette arrière, ses deux filles dormaient profondément, enlacées l'une contre l'autre, comme si elles ne formaient qu'un seul corps. Clara, 13 ans, avait le visage sérieux même dans le sommeil, portant une maturité précoce que la vie difficile lui avait imposée. Béatrice, 8 ans, respirait doucement, les lèvres entr'ouvertes et un léger sourire enfantin qui contrastait avec la dureté du monde autour d'elle. Luana détourna le regard de la route un instant pour les observer dans le rétroviseur et sentit son cœur se serrer. Depuis que son mari était mort, 3 ans plus tôt, tout reposait sur ses épaules, et chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Les factures s'accumulaient, la voiture fonctionnait à peine, le toit de la maison fuyait, et malgré tout, elle continuait d'avancer pour elle, toujours pour elle. Le bruit du moteur qui tout sautait fit ralentir Luana encore davantage. Elle respira profondément, priant silencieusement pour que la voiture tienne encore quelques kilomètres. C'est alors qu'elle le vit, au bord de la clôture en bois tordu qui délimitait un champ d'herbe haute. Un homme assis par terre, le dos appuyé contre les poteaux penchés. Sa tête était baissée, cachée entre ses mains, et ses épaules tremblaient de façon presque imperceptible. Autour de lui, le paysage semblait trop silencieux, comme si le vent lui-même s'était arrêté pour observer cette silhouette solitaire. Luana hésita un instant. S'arrêter pour parler à un inconnu sur une route isolée pouvait être dangereux, mais quelque chose dans sa posture éveilla en elle une compassion immédiate. Elle connaissait bien ce genre de douleur silencieuse. Elle avait été là, brisée, sans savoir comment continuer. Elle freina doucement, et la voiture émit un grincement strident avant de s'immobiliser complètement. Le silence du champ reprit ses droits, seulement troublé par le chant lointain d'oiseaux et le léger bruissement des feuilles dans le vent. Luana coupa le moteur et respira profondément. L'homme devant elle ne bougea pas. Il portait un costume sombre, désormais sale et froissé, qui avait clairement coûté très cher à une certaine époque de sa vie. Ses chaussures en cuir étaient couvertes de poussière et de boue séchée, comme s'il avait marché des heures sans but. Il y avait quelque chose de profondément contradictoire dans son apparence. Richesse et ruine côte à côte. « Maman, pourquoi on s'arrête ?» demanda Clara, se réveillant soudain au bruit des freins. Sa voix portait encore le poids du sommeil, mais aussi une note d'alerte protectrice. « Il y a un homme là-bas qui a l'air d'avoir besoin d'aide », répondit Luana à voix basse, déjà en train d'ouvrir la portière avec précaution. Béatrice se frotta les yeux et regarda par la vitre poussiéreuse. « Il pleure ?» demanda-t-elle avec la sensibilité typique des enfants. « Je crois que oui, mon cœur », répondit Luana, sentant sa poitrine se serrer encore plus. Elle descendit de la voiture et referma la portière doucement, marchant lentement sur l'herbe sèche. Chaque pas produisait un léger craquement, se mêlant au bruit du vent qui agitait les mauvaises herbes le long de la clôture. L'odeur de terre chaude et de fleurs sauvages flottait dans l'air, apportant une sensation aigre-douce de tranquillité et de solitude. Luana garda une distance respectueuse en s'approchant de l'homme. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix calme et douce. Il releva lentement la tête, comme si ce mouvement exigeait un effort immense. Ses yeux étaient rouges et gonflés, entourés de cernes profonds qui trahissaient des nuits sans sommeil. Il était plus jeune que Luana ne l'avait imaginé, peut-être au début de la quarantaine, avec des cheveux sombres déjà parsemés de fils gris aux tempes. Son visage, malgré la souffrance évidente, conservait encore les traits d'une beauté qui avait dû attirer les regards autrefois. « Bien ?» répéta-t-il la voix rauque et brisée. « Je ne sais plus ce que ça veut dire d'aller bien. J'ai tout perdu, absolument tout. » Luana sentit un frisson lui parcourir l'échine. La douleur dans ses mots était si brute
qu'elle semblait trancher l'air. Clara descendit de la voiture et resta quelques pas derrière sa mère, observant la scène avec attention, tandis que Béatrice s'approchait timidement et prenait la main de Luana. « Nous traversons tous des moments terribles dans la vie, » dit Luana, avançant de quelques pas. « Moi aussi, je suis déjà passé exactement là où vous êtes maintenant. » Il la regarda avec méfiance. Ses yeux parcoururent à la robe simple en coton, les cheveux attachés en chignon pratique, les mains calleuses du travail pénible. Il y avait quelque chose de sincère dans sa présence qui le fit hésiter. « Comment pouvez-vous dire ça ?» demanda-t-il avec amertume. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de perdre des millions, de voir une entreprise entière s'effondrer et d'être abandonnée par sa propre famille. » Luana respira profondément et, à sa grande surprise, s'agenouilla dans l'herbe sèche se mettant à sa hauteur. Le geste fut si naturel qu'il sembla venir directement du cœur. « Vous avez raison. Je n'ai jamais eu de millions à perdre. Mais je sais ce que c'est de se réveiller un jour et de découvrir que tout ce sur quoi on s'appuyait a simplement disparu, » dit-elle avec sérénité. « J'ai perdu mon mari dans un accident du travail. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul avec 2 petites filles, sans argent et avec des dettes qui s'accumulaient. » L'homme l'observa en silence, son expression passant lentement de la méfiance à la curiosité. Il y avait une honnêteté douloureuse dans chaque mot de Luana. « Comment avez-vous réussi à continuer à vivre après ça ?» demanda-t-il, pour la première fois, avec une vraie vulnérabilité. « Parce que je n'avais pas le choix, » répondit-elle avec simplicité. « Mes filles dépendaient de moi. J'ai appris que, même quand on pense avoir tout perdu, il reste toujours quelque chose pour quoi ça vaut la peine de se battre. » Sans s'en rendre compte, Luana tendit la main et toucha doucement son visage. Un geste maternel, presque instinctif. Il ferma les yeux un instant, comme si ce contact humain était le premier depuis très longtemps. « Je m'appelle Luana Silva, » dit-elle doucement. « Voici mes filles, Clara et Béatrice. » Il respira profondément avant de répondre. « Ricardo Almeida. Ou du moins c'était mon nom quand j'avais encore une vie qui avait du sens. » Béatrice fit un pas en avant et parla avec la sincérité que seuls les enfants possèdent. « Tout le monde a un vrai nom à l'intérieur, même quand on est perdu. » Ricardo tenta de sourire, mais l'effort fit trembler ses lèvres. Il était évident qu'il n'avait pas esquissé ce geste depuis très longtemps. « Où comptez-vous passer la nuit ?» demanda Luana, regardant autour d'elle le champ vide qui s'étendait à perte de vue. Ricardo suivit son regard. « Je n'y ai pas pensé, peut-être sous cet arbre ou dans un fossé. Ça ne fait pas grande différence. » Luana secoua la tête avec fermeté. « Vous n'allez pas dormir à la belle étoile comme un animal abandonné. Venez chez nous, c'est simple, mais il y a un canapé et un toit sûr. » Il écarquilla les yeux, incrédule. « Je ne peux pas accepter ça. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être dangereux. Et puis je n'ai pas d'argent pour payer quoi que ce soit. »« Personne ne demande de paiement, » répondit Luana sans hésiter. « Je propose de l'aide parce que c'est ce que font les gens décents. » Ricardo baissa la tête, vaincu par cette bonté inattendue. « Je ne mérite pas ça. J'ai été un homme d'affaires sans scrupules. Je licenciais des gens sans penser à leur famille. J'ai construit ma fortune en marchant sur les autres. » Luana le regarda en silence pendant quelques secondes. « Peut-être avez-vous commis des erreurs, mais personne ne mérite de rester sans endroit sûr où dormir, et vous pouvez commencer à prendre de meilleures décisions dès aujourd'hui. » Après beaucoup d'hésitation, Ricardo accepta la main tendue et se leva avec difficulté. Luana l'aida à marcher jusqu'à la vieille voiture, qui gémit sous son poids quand il s'installa sur le siège passager. Clara remonta à l'arrière, restant sur ses gardes, tandis que Béatrice se blottit sur les genoux de sa sœur. Pendant le trajet sur la route pleine de trous, Ricardo observa par la fenêtre les petites maisons simples, les clôtures en bois, les enfants jouant pieds nus et les vêtements colorés suspendus à des fils improvisés. C'était un monde complètement différent du luxe dans lequel il avait vécu. « C'est là notre maison », dit Luana, montrant une construction modeste au bout d'un chemin étroit. Les murs étaient blancs, mais usés par le temps. Le toit portait des bâches bleues en guise de réparation et le jardin de devant fleurissait dans des boîtes de conserve recyclées peintes de couleurs vives. Malgré les limites, tout était propre et entretenu avec amour. « C'est très accueillant », dit Ricardo, surpris par sa propre sincérité. À l'intérieur, le vieux canapé recouvert d'un plaid au crochet et les photos de famille au mur racontaient une histoire d'amour et de résistance. Luana offrit du thé chaud,
pendant que les filles s'asseyaient pour faire leurs devoirs. Ricardo sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine, un mélange de gratitude, de regret et d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas complètement seul. Quand le dîner fut servi, simple et parfumé, il comprit que cette famille, avec toutes ses difficultés, possédait quelque chose qu'il n'avait jamais eu dans sa luxueuse villa, une vraie chaleur humaine. Et cette nuit-là, allongé sur le canapé avec le plaid au crochet sur le corps, Ricardo s'endormit en sentant que peut-être il existait encore un chemin pour recommencer. Le matin arriva avec un filet de lumière dorée traversant le fin rideau du salon et caressant le visage de Ricardo. Il ouvrit les yeux lentement, confus l'espace d'une seconde, comme s'il ne savait plus où il se trouvait. L'odeur du café fort et du pain chauffé parvint de la cuisine, et cet arôme simple, presque oublié, le frappa avec une force inattendue. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas réveillé avec le son d'une vraie maison en activité. Dans sa vie d'avant, les matins étaient froids, silencieux, contrôlés par des agendas et des employés. Ici, il y avait de petits bruits, une cuillère qui heurtait une tasse, de l'eau qui coulait dans l'évier, des pas pressés sur le sol en ciment. Ricardo s'assit sur le canapé, sentant son corps lourd, mais la tête étrangement plus légère. Le plaid au crochet était soigneusement plié sur ses jambes, et il comprit que Luana était probablement passée dans le salon pendant la nuit pour le couvrir. L'idée que quelqu'un fasse cela sans rien demander en échange lui serra la gorge. Il se passa les mains sur le visage et respira profondément, essayant de contenir l'émotion. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était le choc de découvrir que, même après tout ce qu'il avait été, il existait encore des personnes capables d'offrir de la bonté sans condition. Quand il entra dans la cuisine, Luana était debout devant la vieille cuisinière, remuant quelque chose dans une casserole. Ses cheveux étaient attachés, et la robe simple de la veille avait été remplacée par un t-shirt clair et une jupe modeste. Malgré cela, il y avait en elle une dignité ferme, une présence qui n'avait besoin d'aucun artifice. Clara était assise à table, déjà avec son cahier ouvert, et Béatrice mâchonnait du pain à la confiture, les pieds se balançant dans le vide. « Bonjour », dit Luana avec un sourire discret, sans exagération, comme si elle voulait respecter son espace. « Un bonjour » répondit Ricardo. Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Béatrice ouvrit un grand sourire. « Tu as bien dormi, Ricardo ?» La naturalité avec laquelle elle prononça son nom fit déglutir Ricardo. « J'ai dormi mieux que je ne l'espérais. » Clara l'observa par-dessus son cahier, sérieuse. Il y avait en elle la prudence de quelqu'un qui a déjà vu trop de choses trop tôt. « Ma mère va nous emmener avec la voiture de monsieur João aujourd'hui, dit-elle, comme pour souligner que la routine continuerait, avec ou sans lui. Luana posa une tasse de café devant Ricardo, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Assieds-toi, mange un peu, tu es maigre. » Il s'assit. Le café lui brûla la langue mais réchauffa la poitrine. Le pain était simple, mais avait le goût de la maison. Ricardo regarda les mains de Luana servir les filles, puis les mains des filles tenir les couverts avec soin. Cette petite table était le centre d'une vie entière. « Aujourd'hui, je vais en ville, » dit Luana en posant un plus gros morceau de pain dans l'assiette de Béatrice. « Je dois livrer du linge chez 3 familles et en chercher d'autres. Si tu veux, tu peux venir avec moi. » Ricardo hésita. L'idée d'apparaître en ville avec ce costume sale et déchiré lui faisait honte. Mais en même temps, il savait que rester là, immobile, à tout accepter sans rien faire, serait une forme de lâcheté. « Je veux aider, » dit-il finalement. Clara haussa un sourcil. « Aider comment ?» Ricardo la regarda, et pour la première fois il comprit qu'il devait gagner non seulement la confiance de Luana, mais aussi celle de cette petite fille qui jouait le rôle de sentinelle de la maison. « Comme je pourrais. Porter des choses, organiser, n'importe quoi. » Luana hocha la tête. « On verra sur la route. » Monsieur João arriva en klaxonnant 2 fois, comme un signal convenu. C'était un homme simple, avec une casquette usée et un sourire facile. Dans sa vieille camionnette, 2 garçons faisaient signe de la main. Clara et Béatrice prirent leur sac à dos, et Luana serra les 2 filles très fort dans ses bras, comme si chaque au revoir était important. « Clara, prends soin de ta sœur, dit-elle en regardant la plus grande dans les yeux. « Je prends soin, maman, répondit Clara avec fermeté. Béatrice courut jusqu'à Ricardo et lui prit la main une seconde, comme pour sceller un pacte. «
Ne laisse pas maman travailler toute seule. Ricardo sentit le poids de cette phrase, même venant d'une enfant. Je ne la laisserai pas, répondit-il, sincère. Quand la camionnette s'éloigna, le silence revint dans la maison. Luana prit un grand panier et le posa dans le coffre de la voiture. Ricardo l'observa, remarquant les petits détails. La façon dont elle économisait ses gestes, comment elle vérifiait que le cadenas était bien fermé, comment elle faisait rapidement des calculs dans sa tête avant de partir. Pendant le trajet, Luana conduisait avec attention, évitant les trous et les pierres. Ricardo, à côté, tenait le panier pour qu'il ne glisse pas. « Combien de familles tu aides par semaine ?» demanda-t-il, essayant de ne pas avoir l'air inquisiteur. « 5 fixes. Et quelques autres quand ça arrive, » répondit Luana. « Il y a des semaines où ça suffit. Il y a des semaines où ça manque. Et tu factures à la pièce, hein ?» Luana le regarda de côté, surprise. « Comment tu sais ? Tu l'as dit hier. J'ai retenu. » Ricardo respira profondément. « Je travaillais avec les chiffres. Je vois où on peut améliorer, pas pour exploiter, pour te protéger. » Luana pinça les lèvres, pensive. « Te protéger comment ? » Avec de l'organisation, avec de la stratégie, avec des prix justes, avec de meilleurs clients. Il regarda la route. « Tu mérites d'être traité avec respect. » Luana ne répondit pas tout de suite. Il y avait aussi de la prudence en elle, bien que différente de celle de Clara. C'était la prudence de quelqu'un qui est déjà tombé et qui connaît le prix de la confiance. La première maison de la matinée était celle d'une vieille dame, Donna Irene, dans un quartier simple mais bien entretenu. Elle ouvrit la porte en souriant, tenant un tablier, et son visage s'illumina quand elle vit Luana. « Ma fille, tu es arrivée. Je t'attendais. Et qui est ce monsieur ?» Luana ajusta le panier et sourit. « C'est Ricardo. Une connaissance qui m'aide aujourd'hui. » Ricardo baissa légèrement la tête, gêné par l'état de ses vêtements, mais Donna Irene ne sembla pas s'en soucier. Elle le regarda comme quelqu'un qui voit les gens, pas les apparences. « Entrez, entrez. Prenez un café. » Ricardo observa Luana travailler. Elle triait les pièces avec soin, montrait la couture d'une robe, expliquait comment elle avait enlevé une tâche difficile. Donna Irene la traitait avec affection et respect, comme si Luana faisait partie de la famille. Quand Luana alla chercher un autre sac dans la voiture, Ricardo se retrouva seul un instant avec Donna Irene. Elle baissa la voix. « Luana est un ange. Cette femme porte le monde sur ses épaules. » Ricardo sentit un serrement. « Je commence à m'en rendre compte. »« Alors aide-la, monsieur, » dit la dame directe, « mais aide-la bien, sans promettre ce que tu ne tiendras pas. » Ricardo déglutit, comme si ces mots étaient un avertissement du destin. « J'essaierai. » Dans la deuxième maison, dans un quartier plus riche, le contraste fut brutal. Le haut portail, la caméra, le jardin parfait. Une femme ouvrit la porte avec une expression froide. Elle regarda Luana de haut en bas, comme si elle évaluait un objet. Quand elle vit Ricardo, elle fronça les sourcils. « C'est qui, lui ?»« Il m'aide aujourd'hui, » dit Luana, polie. La femme esquissa un sourire bref, sans chaleur. « Aide ? Une laveuse a maintenant un assistant ?» Ricardo sentit la colère monter, mais se retint. Luana garda sa posture comme si elle y était habituée. Elle fit le travail, prit le sac de linge sale et reçut le paiement sans discussion. Mais Ricardo vit ses yeux se durcir à l'intérieur. Dans la voiture, il expira lentement. « Tu supportes ça tous les jours ?» Luana garda les yeux sur la route. « Je supporte parce que j'en ai besoin. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. » Ricardo resta silencieux quelques minutes. La sensation était de voir, en direct, le genre de cruauté qu'il avait lui-même pratiqué autrefois. Et pour la première fois, cela ne semblait plus normal dans le monde. Cela semblait sale. « Je faisais ça », avoua-t-il soudain, à voix basse. « Je regardais les gens comme s'ils étaient inférieurs. Je donnais des ordres comme s'ils n'avaient pas d'histoire. » Luana ne parut pas surprise. « Je l'avais imaginé. Et je déteste m'en souvenir, continua-t-il. Mais peut-être que je dois m'en souvenir pour ne jamais recommencer. » Luana respira profondément et pour la première fois, sa voix sortit plus douce. « Si tu dis ça sincèrement, c'est déjà un début. » En fin de matinée, ils s'arrêtèrent dans une petite cantine. La patronne, une femme au rire facile, salua Luana comme on retrouve une amie. « Luana, assieds-toi ici, ma fille.
Aujourd'hui, il y a un bon déjeuner. Ricardo observa comment Luana était connue, comment elle saluait avec respect, comment elle recevait du respect quand l'autre était décent. C'était une forme de richesse invisible qu'il n'avait jamais achetée. Pendant le déjeuner, Ricardo prit une serviette et commença à griffonner. « Regarde, si tu es d'accord, on peut créer des forfaits. Pas à la pièce, au mois. Un forfait basique, un familial, un complet. Tu proposes lavage, repassage, petite réparation. Qui paie plus exige plus. Qui paie moins a des limites. Et tu contrôles ton temps. » Luana regarda la serviette comme si c'était une carte pour sortir d'un labyrinthe. « Je n'y avais jamais pensé. »« Parce que tu survis, » dit Ricardo. « Quand on survit, on n'a pas le temps de planifier. » Luana baissa les yeux. « Et si je perds des clients ?»« On teste d'abord avec ceux qui te respectent, » répondit-il. « Tu ne changes pas tout d'un coup. Tu grandis en sécurité. » Sur le chemin du retour, le soleil était déjà plus bas. Luana semblait fatiguée, mais il y avait une lueur différente dans son regard, comme si, pour la première fois depuis longtemps, une porte s'était ouverte. Quand ils arrivèrent, Clara était déjà dans la cuisine en train d'aider Béatrice avec ses devoirs. Les deux levèrent la tête en entendant la voiture. « Alors ?» demanda Clara, essayant de cacher sa curiosité. Luana posa le panier sur la table. C'était une journée chargée, mais c'était bien. Béatrice courut jusqu'à Ricardo et tira sur sa main. « Tu t'es occupé d'elle ?» Ricardo sourit, petit et vrai. « Je me suis occupé d'elle. » Plus tard, pendant que Luana préparait le dîner, Ricardo s'assit avec les filles et aida Clara sur un problème de mathématiques. Il remarqua que Clara comprenait vite, mais portait une tension dans les épaules, comme si elle ne pouvait jamais se détendre. Béatrice riait de tout et de rien, essayant d'apporter de la légèreté dans la maison. Quand le dîner fut terminé et que les filles furent allées dormir, Luana et Ricardo restèrent dans la cuisine, la même petite table entre eux. Le silence n'était pas gênant. C'était un silence de gens qui réfléchissent. « Tu as fait beaucoup de choses aujourd'hui, » dit Luana finalement. « Je ne fais que commencer, » répondit Ricardo. « Mais je veux continuer, si tu me le permets. » Luana observa son visage pendant quelques secondes, comme quelqu'un qui essaie de voir ce qu'il y a derrière les mots. « Je te le permets, » dit-elle lentement, « mais avec une condition. »« Laquelle ?»« La transparence, » répondit Luana. « Pas de mensonge, pas de jeu. J'ai 2 filles, je ne peux pas jouer avec leur vie. » Ricardo hocha la tête, la gorge serrée. « Tu as raison, je te le promets. » Luana expira et l'espace d'un instant sembla plus légère. « Alors demain on continue. » Et Ricardo, pour la première fois depuis longtemps, sentit que demain n'était pas une menace. C'était une chance. L'aube arriva lentement, avec un ciel d'un bleu pâle traversé de bandes rosées qui semblaient en promettre un jour différent de tous les autres. Dans la maison simple, le bruit de la bouilloire sur la vieille cuisinière fut le premier son du jour, suivi des pas prudents de Luana dans la cuisine. Elle se déplaçait avec précision, presque en silence, comme si elle voulait préserver la paix de ce matin avant que le monde ne lui réclame à nouveau tout. Ricardo se réveilla plus tôt que prévu. Il resta quelques secondes allongé sur le canapé, fixant le plafond taché par l'humidité ancienne, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La tranquillité. Ce n'était ni de l'euphorie, ni une victoire, juste un calme profond, comme si son âme avait enfin trouvé un endroit où respirer. Il se leva doucement, plia le plaid au crochet avec soin et marcha jusqu'à la cuisine. Il trouva Luana déjà en train d'organiser la table, posant du pain maison sur une assiette en porcelaine ébréchée et séparant des tasses en émail bleu. « Bonjour » dit-il presque dans un murmure. Luana se tourna et sourit, un sourire plus ouvert que celui de la veille. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» Comme je n'avais pas dormi depuis longtemps. Béatrice surgit en courant, encore en pyjama, et enlaça les jambes de Ricardo sans demander la permission. Clara arriva juste derrière, plus retenue, mais l'observant avec attention. Le petit déjeuner fut simple et rempli de conversations légères, l'école, le temps, le jardin qui avait besoin d'eau, le toit qui goûtait encore les jours de fortes pluies. Ricardo écoutait tout avec attention, comme s'il apprenait une nouvelle langue, la langue de la vraie vie. Quand M. João arriva pour emmener les filles, Clara s'approcha de Ricardo avant de partir. « Tu vas voir cet homme aujourd'hui »
demanda-t-elle sans détour. Ricardo respira profondément. Oui. Clara hocha lentement la tête. Alors sois courageux. Béatrice fit simplement un petit signe de la main. Reviens vite. Après que la camionnette se fut éloignée, Luana se tourna vers Ricardo avec une expression plus sérieuse. Aujourd'hui, on ne va pas seulement livrer du linge, dit-elle. On va parler à 2 nouveaux clients qu'on m'a recommandés. Ricardo sentit l'ancienne flamme de son esprit d'entrepreneur s'allumer, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas d'avidité, seulement un but. Dans la voiture, il tenait le panier pendant que Luana conduisait prudemment. La première adresse se trouvait dans une rue de maison moyenne, ni riche ni trop pauvre. Une jeune femme ouvrit la porte, un bébé dans les bras. « Vous devez être Luana », dit-elle, soulagée. « On m'a tellement parlé de vous en bien. » Ricardo observa chaque détail. Le ton respectueux, le regard direct, la gratitude sincère. Là, il y avait un terrain fertile pour quelque chose de nouveau. Pendant que Luana montrait des échantillons de son travail, Ricardo parla avec précaution, sans rien imposer. « Peut-être pourrions-nous proposer un forfait mensuel », suggéra-t-il doucement. « Lavage, repassage et petite réparation. » La femme parut intéressée. « Ça m'aiderait beaucoup. Je travaille toute la journée. » Luana regarda Ricardo, surprise, et un peu fière. À la 2e visite, la maison était plus grande. Un homme d'âge moyen les reçut avec un sourire trop professionnel, mais poli. Il écouta, posa des questions, accepta de tester les services pendant 1 mois. Sur le chemin du retour, Luana resta silencieuse un moment, puis elle dit « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse m'aider comme ça. » Ricardo serra le panier plus fort. « Tu as toujours eu du potentiel. Tu n'avais simplement pas l'espace pour le voir. » Quand ils arrivèrent à la maison, Clara était déjà dans la cuisine, coupant des tomates du jardin avec une habileté impressionnante pour son âge. Béatrice jouait dans la cour avec un ours en peluche usé. Le dîner fut préparé ensemble, Luana cuisinant, Clara aidant, Ricardo lavant la vaisselle, Béatrice posant des serviettes improvisées sur la table. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coula naturellement. Ricardo raconta des anecdotes légères de son enfance à la campagne, avant que l'argent et l'ambition ne l'engloutissent. Les filles rirent, et Luana le regardait avec attention, comme si elle découvrait un homme nouveau. Après que les enfants furent allés dormir, le silence tomba sur la maison comme un voile doux. Luana s'assit à table avec une tasse de thé. Ricardo resta debout près de la fenêtre, observant le jardin éclairé par la lune. « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, » dit-il, brisant le silence. « Quoi ? » « Que j'ai passé des années à construire de grandes choses et à détruire des petites personnes, et maintenant j'essaye de faire l'inverse. » Luana but une gorgée de thé, pensive. Le vrai changement commence comme ça. Pas avec de grandes promesses, mais avec des choix petits et quotidiens. Ricardo se tourna vers elle. « Il faut que je te dise quelque chose. » Luana leva les yeux, attentive. « Quand mon entreprise a fait faillite, j'ai failli tout abandonner. » Elle ne l'interrompit pas. « Je suis resté sur un pont, à regarder la rivière pendant des heures. J'ai pensé que personne ne remarquerait mon absence. » Luana respira profondément, mais garda son calme. « Qu'est-ce qui t'en a empêché ?» demanda-t-elle doucement. Ricardo déglutit. « Une enfant est tombée et a pleuré. Un chien a couru pour la consoler. Et j'ai pensé, il existe encore de la bonté dans le monde. Peut-être que je peux encore en faire partie. » Luana se leva lentement et s'approcha de lui, sans le toucher, mais assez près pour qu'il sente sa présence. « Tu n'as pas été sauvé par hasard, » dit-elle. « Tu as été sauvé pour recommencer. » L'horloge marqua 9 heures. Une légère brise entra par la fenêtre, faisant danser les rideaux. Des pas légers résonnèrent dans le couloir. Béatrice apparut, se frottant les yeux. « Je n'arrive pas à dormir, » murmura-t-elle. Luana ouvrit les bras et la serra contre elle. Ricardo observa la scène, la gorge nouée. Béatrice le regarda. « Tu vas rester avec nous ?» demanda-t-elle. Ricardo regarda Luana avant de répondre. « Je ne sais pas encore, mais je veux. » La petite fille sourit et retourna dans sa chambre apaisée. Quand ils furent de nouveau seuls, Luana dit « Ricardo, tu es en train de retrouver ton chemin ?» Il regarda ses propres mains. Pour la première fois, j'ai l'impression que oui. Silence, puis il respira profondément. Mais il y a quelque chose qui me hante encore. Quoi? Un homme que j'ai licencié. Carlos.
Sa femme est morte après. Je ne lui ai jamais présenté d'excuses. Luana le regarda sans jugement. Alors peut-être que c'est le moment. Ricardo sentit à la fois le poids et l'espoir. Cette nuit-là, allongé sur le canapé, il fixa le plafond et pensa à Carlos. Il pensa aux filles. Il pensa à Luana. Et pour la première fois depuis des mois, il s'endormit sans que la culpabilité l'écrase, seulement avec la certitude que demain exigerait du courage. Dans sa chambre, Luana non plus ne dormait pas. Elle regardait la photo de Miguel et murmurait « Peut-être que je peux aimer à nouveau sans te perdre ». Le vent sembla répondre. Et dans cette maison simple, entre des murs usés et des fleurs dans des boîtes de conserve recyclées, deux vies brisées commencèrent à s'aligner pour quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient imaginé tous les deux. Le lendemain naquit avec un silence étrange, presque révérentiel, comme si la nature elle-même savait qu'un moment décisif était sur le point d'arriver. Le ciel était dégagé, d'un bleu profond, et l'air portait une fraîcheur rare qui entrait par la fenêtre de la cuisine avec l'odeur de terre humide. Luana était déjà debout avant que le soleil ne soit complètement levé, organisant la table avec la même précision que toujours, mais ses gestes étaient beaucoup plus lents, plus réfléchis. Ricardo se réveilla avant les filles, sentant son cœur battre à un rythme différent. Pas de peur, mais d'attente. Il plia le plaid au crochet avec soin et marcha jusqu'à la cuisine. Il trouva Luana arrêtée devant l'évier, regardant le jardin par la fenêtre. Les fleurs dans les boîtes recyclées brillaient avec des gouttes de rosée, comme de petits joyaux éparpillés sur la terre. « Bonjour », dit-il presque dans un murmure. Luana se tourna lentement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de tendresse, de crainte et de décision. « Bonjour », répondit-elle. « Tu as dormi ?»« Un peu. J'ai beaucoup réfléchi. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait sans avoir besoin de demander. Les filles arrivèrent peu après. Béatrice courut embrasser Ricardo, et Clara suivit, observant tout avec son regard attentif et mûr. Le petit déjeuner fut plus silencieux que d'habitude. Aucun d'eux ne savait exactement pourquoi, mais tous sentaient que ce jour portait un poids différent. Quand M. Join arriva pour emmener les filles, Clara s'arrêta devant Ricardo. « Tu vas voir cet homme aujourd'hui » demanda-t-elle sans détour. Ricardo respira profondément. « Oui. » Clara hocha lentement la tête. « Alors sois courageux. » Béatrice fit simplement un signe. « Reviens vite. » Après que la camionnette se fut éloignée, Luana s'approcha de Ricardo et posa un papier plié sur la table. C'était l'adresse de Carlos. « Tu n'es pas obligé d'y aller aujourd'hui si tu ne veux pas, » dit-elle avec précaution. Ricardo regarda le papier pendant de longues secondes. Les lettres semblaient peser des tonnes. Chaque mot représentait la culpabilité, la douleur, le regret, mais aussi la possibilité de rédemption. « J'y vais, » dit-il fermement. Luana prit son sac et les clés de la voiture. « Alors je viens avec toi. » Ricardo la regarda surpris. « Tu n'es pas obligé. »« Je veux, » répondit-elle sans hésiter. Le trajet jusqu'à la ville voisine fut silencieux. La route paraissait plus longue que jamais, chaque kilomètre étirant le temps comme un élastique sur le point de rompre. Ricardo regardait par la fenêtre, se souvenant de toutes les fois où il avait signé des licenciements sans même lever les yeux du papier. Quand ils arrivèrent à l'adresse, ils trouvèrent une maison simple peinte en verre délavé, avec une petite cour et du linge étendu sur un fil. Une vieille bicyclette était appuyée contre la clôture. Tout respirait la lutte et la résistance. Ricardo hésita devant le portail rouillé. Luana toucha son bras. « Tu n'es pas seul. » Il respira profondément et frappa dans ses mains. La porte s'ouvrit lentement. Carlos apparut. Il était plus maigre, avec des rides profondes marquant son visage. Mais il y avait une sérénité dans ses yeux que Ricardo n'attendait pas. Pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent en silence. « Ça tu es venu ?» dit Carlos sans colère, sans sarcasme, juste une constatation. « Il fallait que je vienne », répondit Ricardo, la voix tremblante. Luana resta en arrière, respectant l'espace entre eux. Ils s'assirent sur la petite véranda. Le bruit lointain d'enfants jouant dans la rue et d'une vieille radio diffusant de la musique sertaneja remplissait l'air. Ricardo respira profondément. « Je ne suis pas venu pour me justifier. Je suis venu présenter mes excuses. Vraiment. »
Carlos croisa les bras, mais pas en défense, comme quelqu'un qui écoute attentivement. « J'ai détruit ta vie ce jour-là, » continua Ricardo. « Et pendant longtemps j'ai fait semblant que c'était juste des affaires. Mais ce n'était pas ça. C'était de la cruauté. » Le silence s'étira. Carlos soupira lentement. « Ma femme est morte, oui. Et ton licenciement a été un coup terrible. Mais j'ai aussi pris de mauvaises décisions après. Je ne peux pas tout mettre sur tes épaules. » Ricardo ferma les yeux un instant, ressentant le poids de cette honnêteté. « Même comme ça, je suis désolé, » insista-t-il. Carlos regarda Luana, qui restait silencieuse, observant simplement avec respect. Puis il se tourna vers Ricardo. « Je ne te hais plus, » dit-il, le surprenant. « J'ai porté cette haine pendant des années et elle a failli me tuer. Aujourd'hui, je veux seulement la paix. » Ricardo sentit des larmes couler sans contrôle. « Merci de m'avoir écouté. » Carlos hocha la tête. « Peut-être que nous en avions tous les deux besoin. » Ils parlèrent presque 2 heures. Ricardo raconta sa chute, sa vie avec Luana et les filles, comment il essayait de changer. Carlos parla de sa lutte, de ses enfants, de comment il avait appris à pardonner pour survivre. Quand Ricardo et Luana partirent, le soleil était déjà plus haut. Ils se sentaient différents, plus légers, comme si un vieux nœud avait été défait. Sur le chemin du retour, Luana prit sa main quelques secondes. « Tu as été courageux. » Ricardo respira profondément. « Je n'y serais pas arrivé sans toi. » À leur arrivée, ils trouvèrent Clara et Béatrice dans la cour, en train de planter des graines de tournesol dans de nouvelles boîtes peintes en jaune. Les filles coururent vers eux. « Alors ?» demanda Clara. « Ça a marché », répondit Ricardo avec un sourire timide. Béatrice sauta de joie. Ce soir-là, la famille dîna réunie comme toujours, mais l'atmosphère était différente, plus légère, plus unie. Ricardo aida les filles avec leurs devoirs pendant que Luana préparait à manger. Après que les enfants furent couchés, Luana et Ricardo retournèrent à la table de la cuisine. Il respira profondément. « Aujourd'hui, j'ai aussi reçu un appel, » dit-il. Luana leva les yeux. C'était l'avocat de mes enfants. Le cœur de Luana s'accéléra. « Ils veulent me voir. » Luana ressentit un mélange de joie et de peur. « Tu dois y aller, » dit-elle sans hésiter. « Et vous ?» demanda Ricardo, la voix étranglée. Elle prit sa main. « Si ce que nous avons est vrai, ça survivra. » Il ferma les yeux un instant, ému. Des semaines plus tard, Ricardo partit voir ses enfants. La rencontre fut difficile, tendue, mais honnête. Ils pleurèrent, crièrent, s'enlacèrent. Il n'y eut pas de fin parfaite, seulement un vrai commencement. Quand Ricardo revint, Luana l'accueillit avec une étreinte qui disait tout. L'affaire grandit. La maison fut rénovée petit à petit. Le toit cessa de fuir. Le jardin fleurit encore plus. 3 nouveaux employés furent embauchés, tous traités avec dignité, quelque chose que Ricardo tenait à garantir. Clara et Béatrice, désormais plus confiantes, brillaient à l'école. Ricardo était devenu non seulement un aide, mais une partie de la famille. 6 mois plus tard, par une matinée claire, ils se réunirent dans la petite église blanche au sommet de la colline. Luana entra main dans la main avec les filles. Ricardo attendait à l'autel, nerveux comme un adolescent. Quand les vœux furent échangés, il n'y eut pas de luxe, seulement la vérité. Il ne promettait pas la perfection. Il promettait de la présence, le respect et le choix quotidien d'aimer. Après la cérémonie, tout le monde revint à la maison simple, désormais pleine de fleurs, de rires et de musique. Ricardo joua de la guitare, quelque chose qu'il avait appris dans son enfance, et les filles dansèrent dans la cour. Plus tard, dans cette même cuisine où tout avait commencé, Ricardo et Luana se retrouvèrent seuls devant la fenêtre. « Tu penses encore à ce jour sur la route ?» demanda-t-elle. « Tous les jours, » répondit-il. « C'était le jour où j'ai retrouvé ma vie. » Elle posa sa tête sur son épaule. Dehors, les tournesols plantés par Béatrice se balançaient doucement au vent. Ricardo regarda ses mains, les mêmes qui avaient signé des licenciements autrefois, et sourit en réalisant qu'elle construisait maintenant quelque chose de bon. Il avait perdu des millions, mais il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Et dans cette maison simple, au milieu des champs, une famille improbable prouva que la rédemption ne naît pas de l'argent, mais de l'amour, du courage et du choix de faire le bien chaque jour. Fin.